Et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de ma série sur le CAPES. Eh bien oui, on continue cette série de 3 vidéos sur le CAPES et aujourd'hui nous nous retrouvons avec la deuxième de cette série où nous allons aborder l'épreuve de traduction et de linguistique. Oui, et j'espère que vous le saviez déjà, mais l'épreuve de traduction et de linguistique vont de pair en fait. Vous passez ça le même jour. Parce qu'en fait, et vous allez voir dans la méthodologie et dans le déroulement de l'épreuve, que les deux épreuves sont liées. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'épreuve de traduction pour faire l'épreuve de linguistique. Première partie de la vidéo, comme pour la première vidéo, nous allons aborder tout ce qui est méthodologie de l'épreuve de manière pure et simple. Donc je vais vous rappeler les différentes étapes, que ce soit pour la traduction comme pour la linguistique. Et deuxième partie de la vidéo, ce sera la partie conseils. Et dans cette partie, vous aurez des conseils pour avant l'épreuve et des conseils pour pendant l'épreuve. Comme je vous l'ai dit, après l'épreuve, ça ne me regarde plus. Donc tout de suite, commençons! Pour la méthodologie de cette épreuve, c'est tout simple. Comme pour la première épreuve de composition, ça se déroule en 5 heures. Donc vous avez 5 heures pour faire la partie traduction et pour faire la partie linguistique. Pour la traduction, vous aurez donc 2 petites traductions à faire. Donc soit vous aurez 2 versions, donc de l'anglais vers le français, soit vous aurez 2 thèmes, du français vers l'anglais, soit vous aurez l'un et l'autre. Ça dépend des années, des fois il y a 2 fois la même chose, des fois c'est un de chaque, enfin voilà. Vous verrez le jour J. Dans tous les cas, ne vous en faites pas concernant la longueur des textes, c'est pas plus long que ce que vous faites, je pense en tout cas, pendant vos 2 heures de partiel en cours pendant le semestre. Parce que peut-être en vous disant oui, il y a 2 traductions, vous dites oh là là, mais en si peu de temps, il y a la linguistique à faire après, c'est pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas, les textes ne sont pas très longs. Ensuite, pour la partie linguistique, vous aurez 2 exercices sur des faits de langue, sur des segments qu'on aura prélevés en fait des textes originaux, des textes de base que vous devez traduire. Donc en fait, tout simplement, ils auront pris des petits morceaux de phrases. Généralement, c'est pas des phrases trop longues. Après, ça dépend. Ça dépend le sujet qu'ils veulent aborder dans ces faits de langue. Minimum, ça va être 3 ou 4 segments à chaque fois analysés. Et généralement, voilà, vous avez 2 exercices à faire. Pour ce qui est plus précisément de la méthodologie pour l'épreuve de linguistique. Déjà, il faut savoir que c'est une épreuve qui est totalement en français. À ce moment-là, vous n'allez pas parler en anglais, sauf quand, bien évidemment, il s'agit de citer les textes ou de faire la traduction. Mais autrement, quand vous allez expliquer les faits de langue et analyser les phrases ou les segments, là, bien entendu, ça sera en français. Pour la linguistique, il faut savoir 2 choses, c'est qu'il y a 2 méthodologies différentes selon si vous allez travailler sur un texte de version, donc un texte qui est en anglais, ou si c'est un texte de thème, donc un texte qui sera en français. Nous allons commencer par la version. Première étape, vous allez devoir décrire les segments. En gros, vous allez dire des choses très banales sur ce qui compose le segment. Alors attention, selon la longueur du segment, n'allez pas non plus vous attarder sur tous les petits détails, ça dépend vraiment en fait du sujet aussi que vous allez aborder dans vos devoirs et dans vos exercices. Mais typiquement, il va falloir dire un peu la nature et la fonction de chaque élément dans le segment. Deuxièmement, c'est la partie identification des marqueurs communs et spécifiques. En fait, dans cette partie-là, c'est une partie très courte, en fait, vous allez tout simplement dire ce qui rassemble ces segments. Pourquoi on les a mis en commun, pourquoi on doit travailler dessus, parce que généralement c'est pas, voilà, de nouveau c'est pas au hasard, on les a réunis pour une bonne raison et vous devez comprendre quelle est entre guillemets, entre gros guillemets, la problématique dans ces segments. Les problématiques en linguistique, c'est qu'est-ce qui les réunit, ces segments. Donc par exemple, vous pouvez avoir plusieurs segments où vous allez avoir l'article défini de hey, l'article 0, etc. Donc en fait, là, typiquement, si vous avez un sujet comme ça va être un sujet sur les articles. Et il va falloir expliquer le pourquoi du comment on utilise tel ou tel article, par exemple. Troisièmement, c'est la partie mise en évidence de la valeur fondamentale et des effets de sens potentiels. Alors là, c'est la partie où vous répétez un petit peu ce que vous avez vu en cours. Il faut être quand même assez méthodique dans cette partie parce que souvent on a envie de mettre le paquet quand on a appris bien tout par cœur au niveau de sa leçon, mais il faut faire bien attention parce qu'il y a des choses qui ne seront pas pertinentes même dans cette partie-là. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir envie de vraiment tout étaler au niveau de votre connaissance, de votre savoir, parce que vous l'aurez appris par cœur ou parce que c'est logique pour vous, sauf que pour votre exercice, ça ne sera pas pertinent. Donc faites bien attention à ne pas forcément parler de tout en long, en large et en travers. Il faut surtout bien cibler ce qui concerne votre exercice. Quatrième partie, ce sera l'analyse des segments. Donc là, contrairement à la description, on va plus en profondeur, justement en s'appuyant sur la partie d'avant où on a répété un petit peu ce qu'on a vu en cours, ce qu'on connaît un petit peu par cœur, en analysant ce qui se passe justement dans les segments, en expliquant du coup pourquoi il y a
telle chose dans tel segment, etc., etc. On rentre vraiment dans le vif du sujet, quoi. Et cinquième et dernière partie, c'est la justification des choix de traduction. Très souvent, on va pouvoir vous demander plusieurs possibilités de traduction, mais vous, il va falloir que vous fassiez un choix quand même sur quel type de traduction vous privilégier dans ce type de segment. Évidemment, il ne s'agit pas juste de proposer les traductions, il faut expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi celle-là serait bien, mais celle-là est mieux, et pourquoi celle-là, ça ne passerait pas, etc., etc. Toujours en vous appuyant sur, justement, la partie où vous avez répété ce que vous avez vu en cours. Ensuite, pour la méthodologie du thème, vous allez voir, c'est plus court et c'est normal parce que quand c'est tiré d'un texte en français, on estime qu'on n'est pas spécialiste du français. Donc, évidemment, il faut savoir un certain nombre de choses quand même dans la grammaire française, mais comme nous, on est spécialiste en anglais, ils sont entre guillemets, j'ai envie de vous dire, un peu plus indulgents, du coup la méthodologie est plus courte. Et ce qui change avec la version, déjà, c'est qu'il vous donne en fait le sujet, le pourquoi du comment on a réuni ces segments là. Donc là, il n'y a pas de surprise, c'est pas à vous de deviner, vous savez déjà direct de quoi vous allez parler dans votre analyse. Donc premièrement, vous allez faire aussi la description des segments, comme pour la version. Deuxièmement, vous allez faire la présentation des possibilités de traduction. Là, c'est pareil, on va vous donner un nombre de traductions qu'il faut donner. Souvent, on va vous dire, essayez de nous trouver 2 ou 3 traductions possibles pour ce segment-là. Bien évidemment, il va falloir justifier ces choix-là, le pourquoi ça fonctionnerait ou pourquoi ça fonctionnerait pas, etc., etc. Et enfin, troisième et dernière partie, là, vous dites votre traduction et vous justifiez pourquoi vous avez choisi cette traduction et pas une autre, etc., etc. Donc vous voyez, au niveau du thème, ça fait peur aux gens de tomber sur le thème, mais finalement, au niveau de la méthode, c'est plus court, c'est plus concis et on sera un peu plus indulgent avec vous. Bien que, évidemment, il faille trouver les termes assez exacts par rapport à tel ou tel élément dans le segment, mais comme on n'est pas spécialiste de la grammaire française, aux yeux du jury, c'est pour ça que la méthodologie est un peu plus simple et l'analyse un peu plus simple aussi. L'avantage de l'épreuve de linguistique, c'est que contrairement par exemple à la composition, vous avez le droit d'écrire les titres de chaque étape de votre devoir. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vraiment vous préférez tout rédiger, sans mettre de titre, etc., bon, du coup, il va falloir être plus explicite. Mais il y en a, je sais, qui préfèrent écrire en continu, en fait, comme si c'était presque une composition de linguistique. Moi, personnellement, comme c'est de la linguistique, justement, je préfère fonctionner par titre, par tiret, par abréviation, etc. parce que je trouve ça plus lisible, plus aéré, et ça change justement de la composition. Pour moi, la composition, c'est ça où est toute la difficulté, c'est qu'on écrit énormément, alors pour la linguistique, j'en profite, et je vais juste à l'essentiel. Sauf évidemment dans la partie, on va dire, où on rabâche le cours, où là, effectivement, je fais plus de phrases, c'est plus comme un petit résumé, quoi. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, vous pouvez utiliser des abréviations, alors attention, avec parcimonie, on va pas mettre des abréviations pour tout et n'importe quoi, il faut que ce soit logique, mais par exemple, quand vous analysez un segment, si par exemple, c'est dans le domaine verbal que vous devez analyser votre segment, vous pouvez très bien mettre bi plus -ing. Par exemple, voilà, vous n'êtes pas obligé de trouver un nom spécifique, par exemple, je sais qu'on peut dire présent progressif, vous pouvez utiliser ça, mais voilà, si c'est plus simple pour vous et c'est plus carré pour vous, c'est un peu comme les maths, vous utilisez les formules qu'on connaît. Pareil pour la terminaison en participe passé, vous allez mettre v-en, ou si c'est prétérit, v-ed. Voilà, vous pouvez utiliser ce genre d'abréviation parce que c'est connu du jury, c'est connu des personnes qui vont vous corriger, c'est vu en cours, ça a été vu en cours, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Deuxième partie de la vidéo, on passe à la partie conseils. Alors oui, vous allez me dire, mais tu nous as pas parlé de la méthodologie de la traduction. Alors oui, c'est vrai, je vous ai pas trop parlé de la méthodologie de la traduction parce que pour moi, il y en a pas, entre guillemets, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est qu'il faut préparer votre brouillon, évidemment, il faut préparer votre traduction au brouillon, il faut bien lire les textes, etc. Mais pour moi, c'était plus pertinent de vous parler davantage de la traduction dans la partie conseil parce que c'est quelque chose qui change d'une personne à une autre et il n'y a pas de méthodologie, à mon sens, pure et dure, comme dans les différentes étapes qu'il y a dans la partie linguistique et comme il y a différentes étapes dans la partie composition aussi. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas une méthode unique pour tout le monde qu'il faut vraiment respecter. C'est chacun gère un peu le truc comme il le pense. Au final, ce qu'il faut, c'est juste avoir traduit le texte. C'est ça la méthodologie, c'est d'avoir traduit le texte. Donc moi, ce que je vais vous dire là, par rapport à la traduction, c'est plus pour moi des conseils que de la méthodologie pure et simple. Donc, mes conseils pour avant l'épreuve. Pour la traduction, il faut vous entraîner un maximum. Donc normalement, si vous avez fait la licence LCER, ça ne vous est absolument pas inconnu quand vous arrivez en Master MEF, tout ce qui est traduction, version, thème. Normalement, c'est vu et revu. On vous a expliqué les différents processus de traduction, la modulation, l'inversion, etc. Enfin bref, vous avez plein d'outils normalement à votre disposition. Si comme moi, dans votre université, vous avez fait des contrôles de vocabulaire, donc vous avez un certain nombre de mots, de vocabulaire, de lexique, etc. Donc normalement, vous savez de quoi on parle quand on dit version, thème, traduction.
Normalement, c'est assez familier pour vous. Si ça ne l'est pas, vous avez dû du coup découvrir la traduction cette année. Et du coup, ce que je vous recommande, même si là on est à pas loin du concours, hein, mais bon, il est jamais trop tard, on va dire ça comme ça, il faut s'entraîner un maximum. J'espère pour vous que toute l'année, c'est ce que vous avez fait et que vous vous êtes entraîné le plus possible. Normalement, en cours, vous devez grosso modo, ça dépend des profs, ça dépend des cours, mais des fois, le rythme est d'une traduction pour chaque cours par semaine, donc ça fait 2 traductions par semaine. Des fois, c'est un peu moins parce que le temps qu'on finisse de traduire une traduction, des fois il se passe 2 voire 3 cours, ça dépend voilà, du rythme que vous avez pris, mais il faut vous entraîner un maximum. En traduction, il n'y a que ça. Après, vous pouvez aussi revoir un petit peu votre lexique, votre vocabulaire, si ça vous aide de lire des petites listes de mots. Dans ma vidéo justement, dont je vous ai parlé sur les 7 livres indispensables en licence LLCER, il y a un livre qui est super, c'est Mots anglais en contexte. C'est un énorme livre, ça répertorie tous les mots possibles et inimaginables en anglais, et c'est classé par thème. C'est pas comme un dictionnaire par ordre alphabétique, c'est classé par thème, donc moi je trouve ça limite plus logique. Pour mon cerveau, en tout cas, c'est un petit peu plus logique. Au moins, dès que vous avez un mot par rapport à un thème en particulier, vous êtes sûr que vous allez le trouver dans ce livre. Donc si vous avez ce livre, n'hésitez pas à le refeuilleter un petit peu, hein, allez pas vous bourrer le crâne non plus de vocabulaire, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Mais ça peut être utile sur le vocabulaire de base, on va dire, un peu de la vie courante, on sait jamais. Pareil pour tout ce qui est analyse grammaticale, il faut s'entraîner. Alors certes, il faut bien apprendre ses leçons, il faut comprendre la logique de ce que vous faites en cours, de ce que vous explique votre prof, de ce que vous voyez dans vos bouquins, mais il faut aussi s'entraîner parce que moi je me suis rendu compte que lire des fiches c'était bien, effectivement à force de les lire on commence à intégrer le truc, mais ce qui fait qu'on intègre encore mieux c'est quand vous vous entraînez. Donc là, toujours pareil, normalement si vous avez fait le master MEF ou si même vous étiez avec le CNED etc, normalement vous avez des entraînements, donc ça ne vous est normalement pas inconnu. Pour la linguistique, ce qui est pas mal, c'est d'essayer de croiser un petit peu les regards entre ce que vous faites en cours, entre les livres qu'on vous recommande aussi. Essayez de bien choisir les livres. Après, si vous tombez sur un livre de linguistique qui vous parle pas, c'est pas grave, mais au moins vous avez tenté le coup. Il y en a un que je vous ai mis en barre d'infos dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir et à regarder en dessous de la vidéo, voir le lien que je vous ai mis. J'essaierai, si j'y pense, je vous la remettrai de nouveau en barre d'infos, même si à mon sens là c'est un petit peu tard pour vous, mais on sait jamais, si révision de dernière minute, ça peut toujours vous servir. Après pour le vocabulaire, au-delà de lire des listes de vocabulaire, de lexique, etc., qui peut vous aider, c'est tout simplement de lire en anglais beaucoup. Des fois si vous comprenez pas un mot et que vraiment ça vous bloque dans la compréhension du livre que vous êtes en train de lire, vous pouvez aller chercher le mot. Pareil si vous regardez une série, un film, voilà, essayez de faire travailler pareil toutes les mémoires possibles, que ce soit visuelle, auditive. Logiquement vous êtes plongé de manière assez permanente dans la langue anglaise, mais là d'autant plus les semaines avant le concours, il faut se baigner d'autant plus là-dedans. Si vous avez l'occasion aussi de parler avec des natifs, n'hésitez surtout pas. Ça sera un super entraînement. Pour le lexique justement, pour ce qui va de la traduction, ce qui peut vraiment vous aider pour vos traductions, c'est de revoir tout ce qui est le système métrique anglo-saxon. Parce que oui, il n'est absolument pas pareil que celui français. En français, on a les mètres, les kilomètres, les centimètres, etc. Alors, ça existe dans ces termes-là aussi dans le monde anglo-saxon, mais il faut faire très très attention parce que, notamment en Angleterre ou dans les pays britanniques, ça sera pas du tout ça. Vous allez voir des mots comme foot, feet, miles, ce genre de choses. Il faut faire attention du coup aux équivalences parce que, par exemple, un mile c'est 1 km,6 grosso modo. Après, évidemment, vous n'allez pas vous amuser à faire des calculs précis hein, quand vous avez un nombre de miles dans un texte, par exemple. Mais c'est bien de le savoir, comme ça, vous pouvez dire que dans votre traduction, que approximativement, c'était ça. Et on vous comptera pas ça faux, hein, vous inquiétez pas, on n'attend pas un chiffre, ils n'attendent pas un chiffre juste le jour de la correction. Ils veulent simplement savoir si vous connaissez quand même l'équivalent. Et vice-versa, hein, si vous avez un truc en kilomètres en français, et voilà, faut être inversement le truc vers les miles ou ce que vous voulez. Ensuite, mes conseils pendant l'épreuve. Toujours pareil, comme pour l'épreuve de composition, il faut super bien gérer votre temps. Personnellement, je vous recommanderais de passer pas plus de 2 heures sur la traduction parce que, à mon sens, la partie linguistique est beaucoup plus longue. Donc, il est important que vous ayez vraiment le temps d'analyser les segments, de faire vos exercices, de faire bien chaque étape et de rien oublier parce que chaque partie de votre devoir de linguistique va vous faire gagner des points. Donc voilà, au niveau de la répartition, j'ai pas trop envie de vous dire moitié-moitié parce que 2h30 ça me paraît un petit peu court pour l'épreuve de linguistique. Après, si ça vous va comme ça et que vous y arrivez, tant mieux. Mais alors vraiment, ça sera le maximum de passer 2h30 sur la traduction. Faut pas que vous passiez par contre 3 heures sur la traduction et 2 heures sur la linguistique. Clairement, vous n'aurez pas le temps de faire comme il faut. À mon sens, en tout cas, la linguistique. Après, peut-être il y en a, c'est des génies, ils écrivent super vite, ils comprennent super vite, ils font le truc super vite. Mais comme il y a 2 exercices, faites bien attention. Que vous ayez quand même le temps de débroussailler ça au brouillon et pas direct de passer au propre parce que vous n'avez pas le temps et que vous avez passé trop de temps sur la traduction. Donc logiquement, comme je vous ai dit, c'est 2 traductions, mais c'est l'équivalent d'une traduction classique que vous auriez en partiel. Et normalement, vos partiels durent 2 heures. Donc, à mon sens,
2 heures, normalement ça suffit pour faire la traduction. Bien évidemment, je vous conseille de faire le brouillon d'abord. Moi généralement, je fais les 2 traductions complètement au brouillon et ensuite je passe au propre parce que j'ai toujours besoin personnellement en tout cas d'avoir un premier jet sur ce que j'ai fait, de balancer le truc une première fois pour ensuite y revenir plus clairement au propre. Entre le moment du brouillon et le moment du propre, je vous conseille de respirer un grand coup, de boire un petit peu d'eau. Si vous avez envie de faire pipi, allez-y. Mais c'est bien d'avoir une micro-pause en fait entre les deux. Comme ça, vous avez l'esprit un peu plus frais pour passer au propre et évidemment, éventuellement, moduler un petit peu ce que vous avez fait et sortir des mots qui sont un peu plus corrects, qui se rapprochent un peu plus du truc. Des fois, sur le premier jet, on vient de commencer, c'est le matin, enfin voilà, on est pas forcément à fond dans le truc et ça vient des fois après quand on se relit, quand on réécrit notre traduction. Petite chose très importante par rapport à cette épreuve de trad et de linguistique, avant de commencer votre traduction, lisez les consignes des 2 exercices de linguistique. Pourquoi ? Parce que, comme les segments sont tirés des textes que vous allez traduire, au moins, vous pouvez déjà repérer où sont ces segments dans vos textes et y faire très attention quand vous allez les traduire. Parce que n'oubliez pas, vous allez devoir justifier pourquoi vous les avez traduits comme ça ensuite, dans les exercices de linguistique. Donc, comme ça, déjà direct, quand vous allez tomber dessus, quand vous serez en train de traduire, vous allez vous concentrer là-dessus et vous allez faire attention et déjà commencer à réfléchir de « Attends, pourquoi je le traduis comme ça ?» Ok ? Comme ça, au moins, au moment de la linguistique, vous ne perdrez pas du temps à revenir sur votre traduction. Vous ne pouvez pas proposer une traduction dans la partie traduction et ensuite proposer une autre traduction dans la partie linguistique. Non, 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 il faut que ce soit cohérent parce que sinon, ça veut dire que ce que vous avez fait dans la partie traduction, ça va pas et que vous revenez dessus mais que vous ne l'avez pas corrigé. Enfin, vous voyez, et vous allez perdre du temps où vous allez oublier même de revenir sur votre traduction. Donc surtout, concentrez-vous là-dessus en premier lieu avant de commencer à lire vos textes de traduction. Si ça peut vous aider, même surlignez-les, soulignez-les, faites ce que vous voulez, entourez-les, mais voilà, il faut qu'ils soient visibles pour vous dans les textes, comme ça, quand vous allez traduire, vous dites « Ah, là je dois faire attention » et réfléchir à pourquoi je vais le traduire, comme ça ou comme ça. Ensuite, mes conseils pour la partie traduction cette fois-ci. Je vous conseille de lire les textes en entier. Alors moi, je suis un peu fautive, c'est pas un truc que je fais tout le temps, j'avoue. Des fois, je me lance un peu à corps perdu dans le truc au fur et à mesure. Sauf que, si vous faites ça, il faut faire bien attention après quand vous allez vous relire et vérifier que tout est cohérent. Parce que l'avantage en fait si vous lisez les textes en entier, c'est que vous allez avoir un contexte global en fait. Donc du coup ça va vous aider si jamais il y a des références du début du texte dans la fin, enfin vous voyez, des fois ça peut vous aider vraiment à avoir la mise en situation, à essayer d'imaginer visuellement ce qui se passe et du coup quand vous allez traduire ensuite vous y mettre, il y aura des choses qui peut-être seront plus logiques pour vous que plutôt si vous étiez plongé directement dans le truc. Donc après ça c'est chacun, je dis pas que vous allez rater votre épreuve si vous lisez pas en entier d'abord, mais c'est mieux quand même de faire attention à ça, on sait jamais parce qu'il y a des textes un peu tricky, donc faites attention. Quand vous lisez vos textes, en tout cas au moins à la deuxième lecture, si vous voulez faire une deuxième lecture, après vous pouvez les faire à la première lecture pour pas perdre trop de temps, je vous conseille de repérer toutes les formes verbales, que ce soit pour le texte en français comme pour le texte en anglais, que ce soit les modos, les aspects, les temps, les modes, tout ce que vous voulez, vous les surlignez. Vous les surlignez, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué parfois à traduire dans les textes. Parce que vous savez que les équivalences entre les temps, entre les aspects, entre les machins, c'est pas évident d'une langue à l'autre. Donc si vous les surlignez, pareil, c'est comme pour les segments, ça va vous permettre de vous concentrer là-dessus et de vous dire pourquoi je le traduis comme ça. Qu'est-ce qui fait que je vais traduire de telle ou telle façon ? Alors, des fois, même en faisant ça, on se fait avoir, hein, je suis d'accord avec vous, mais au moins, si c'est mis en évidence pour vous, il y a un peu moins de risque que ça se passe mal au moment de la traduction. Ensuite, alors ça, c'est vraiment chacun, ça peut être bien comme pas bien à la fois, mais vous pouvez éventuellement aussi repérer les mots que vous ne comprenez pas. Je pense que c'est pas forcément une chose à faire, parce que, pour certaines personnes en tout cas, parce que des fois, on aura tendance à trop se concentrer sur les mots qu'on comprend pas. Ça va peut-être vous bloquer, ou me bloquer, ou nous bloquer, hein, pour le reste de la traduction, et on va se dire « Ah merde, mais parce que je sais pas ça, est-ce que comment je peux traduire le reste ?» Alors que des fois, si on ne se concentre pas dessus, même si on connaît pas le mot, la grande majorité du temps, pas tout le temps malheureusement, mais la grande majorité du temps, on peut deviner et essayer de déduire quel était ce mot. Je sais qu'il y en a que ça aide de surligner ce qu'ils comprennent pas, mais le problème c'est que vous pouvez pas y revenir avec un dictionnaire après. Donc oui mais non, ça je vous le donne comme conseil parce que je sais que ça peut aider certaines personnes, mais essayez de pas trop vous focaliser là-dessus quand même, essayez d'avoir quelque chose qui est fluide et logique surtout. Voilà, essayez surtout d'aller vers la logique. Et par pitié, ne laissez pas de blancs, c'est ce qui coûte le plus de points en traduction, de laisser des blancs. Ne faites rien de la sorte, essayez malgré, quoi qu'il arrive, traduisez le mot. Ensuite, je vous conseille vivement de faire très attention quand vous traduisez à ne pas oublier une seule ligne ou une seule phrase. Ça peut arriver malheureusement dans la précipitation, si on voit qu'il nous manque du temps, ou parce qu'on est stressé, ou pour X et Y raison. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai toujours une règle avec moi, et je descends au fur et à mesure, pour être sûr de rien louper. Vous pouvez aussi très bien faire des slash entre chaque phrase.
pas entre chaque ligne, entre chaque phrase, pour découper en fait votre texte et vous pouvez également les numéroter si ça vous aide pour être sûr de n'avoir rien oublié. Ce qui peut vous aider aussi, c'est éventuellement de rayer les lignes au crayon, ce que vous voulez, ou au surligneur, mais bon, surligneur, plus surligneur, plus surligneur, bon, pourquoi pas, mais pour éventuellement aller au fur et à mesure, peut-être que ça peut vous aider. Voilà, il y a différentes méthodes, mais surtout, soyez extrêmement vigilants. Ce serait tellement dommage de perdre des points sur un truc comme ça, sur juste une phrase que vous avez zappée. Vous le saurez jamais, hein parce que même en voyant votre note, vous saurez pas si vous avez une mauvaise note, admettons, sur quoi ça a merdé. Mais faites attention. Je vous en supplie, ne perdez pas des points là-dessus, c'est trop bête. C'est vraiment trop bête. Comme je vous l'ai dit, faites d'abord vos traductions complètement brouillon. Ne vous inquiétez pas, vous avez le temps. Vous avez parfaitement le temps de le faire. Après, évidemment, il ne s'agit pas de s'appliquer hein, sur un brouillon, vous y allez, vous raturez, vous gommez, peu importe. Mais il s'agit d'aller vite, mais c'est à mon sens important, voilà, comme je vous ai dit, d'avoir un premier jet, de souffler, et après de revenir au propre pour faire vos traductions. Et pas de passer direct au propre et juste de noter quelques mots par-ci par-là au brouillon. Contrairement aux autres épreuves, je pense que c'est vraiment important de tout rédiger d'abord au brouillon. Ensuite, bon ça c'est un petit peu, c'est un peu bébête, mais on sait jamais, hein, des fois que vous oubliez de le faire le jour J. Notez bien le titre des traductions, comme ça au moins ça permet au jury de se repérer, de se dire ah parce que peut-être vous allez vouloir commencer par le thème ou la version. Je sais que normalement il n'y a pas de sens, il me semble, pour les deux traductions. Vous pouvez commencer par celle qui vous, par ce que bon vous semble, hein, comme pour les exercices de linguistique. Donc précisez toujours bien, ça c'est valable pour les deux épreuves. Précisez de quel texte il s'agit pour la traduction et de quel exo il s'agit pour la linguistique. Comme pour la compo, comme pour toutes les épreuves possibles, relisez-vous régulièrement dans ce que vous faites. Limite, vous allez faire phrase par phrase et vous allez découper votre texte. Vous pouvez presque en fait vous relire après chaque phrase pour essayer de voir si ça vous semble logique. Après, évidemment, il faut le faire à la fin de chaque traduction, il faut vous relire en entier parce que il n'y a que là que vous allez voir si c'est logique, parce que des fois, phrase par phrase, on se dit « Ah bah ouais, cool, ça marche bien ». Et au final, avec le reste des phrases, on se rend compte que non. Donc, surtout, relisez-vous bien au fur et à mesure, mais aussi à la fin, pour voir ce que ça donne au total. Et est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que vous l'auriez dit vraiment comme ça en français ou en anglais? Enfin voilà. Alors, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille quand même de sauter des lignes pour la traduction. Parce que ça va, voilà, tout de suite paraître plus aéré, ça va sûrement être plus simple aussi pour le jury pour le corriger, même si c'est numérisé, mais ça sera tout de suite plus aéré, vous avez la place, ils ont plein de copies le jour du CAPES, vous inquiétez pas, vous pouvez en utiliser 10 si vous avez envie, bref, ne vous en faites pas pour ça, c'est des petites traductions en plus donc il n'y a pas de souci. N'hésitez surtout pas à aérer vos traductions, surtout si vous avez une écriture qui est un peu grosse, ça arrive. Et surtout, faites bien attention, écrivez lisiblement. Ça, c'est valable pour toutes les épreuves, mais voilà. Comme pour la composition, si vous faites une rature, essayez d'utiliser une souris plutôt que du blanco, enfin voilà. Il est très important aussi de faire les retours à la ligne qui sont déjà dans le texte de base. En traduction, faut pas les oublier, ça peut vous coûter des points. Oui, je sais, c'est injuste, mais c'est comme ça. Ça peut vous coûter des points, il faut respecter la mise en forme du texte de base. Pour la linguistique, c'est pareil, c'est de faire un truc aéré, c'est pour ça que moi, je privilégie avec les parties avec les titres, avec des tirets, etc. Parce que pour moi, ça me semble tout de suite plus aéré que si j'écrivais tout dans un bloc avec des paragraphes, enfin bref. Essayez toujours de maximiser l'aération de votre devoir pour que ce soit plus agréable à lire pour votre jury. N'oubliez pas que vous n'êtes pas la seule copie qui va corriger malheureusement. Et bien évidemment, ça me paraît logique, mais voilà, toujours dans l'aération de votre devoir, laissez de l'espace entre la traduction et la linguistique. Hein. Voilà, comme vous allez le faire à la suite, faites attention que ce soit pas tout cliché, tout collé, qu'on sache plus où on est. Pour la linguistique, pendant l'épreuve, je vous conseille de faire chaque étape au brouillon, mais vraiment par mots-clés, par petits tirés, enfin c'est un truc, il faut que ce soit vraiment résumé parce que là vous aurez vraiment pas le temps de tout rédiger par contre au brouillon pour tout réécrire ensuite au propre, ça vaut pas le coup. Surtout pour la partie où vous allez répéter votre cours, je pense que c'est mieux de synthétiser au maximum. Je pense que si vous l'avez déjà dans la tête c'est bien, sachant en plus que c'est en français, a priori vous n'allez pas faire trop de fautes en français, enfin je l'espère, voilà, je l'espère pour moi aussi, hein, vous savez. Vous pouvez écrire les titres de chaque partie pour au moins vous remémorer les étapes à suivre et pas justement n'oubliez une, parce que ça pourrait vous coûter des points. Mais voilà, dans les parties au brouillon, faites ça rapidement. Ne perdez pas trop de temps au brouillon, parce que vous n'aurez pas le temps de tout réécrire ensuite au propre. N'oubliez pas, surtout dans l'étape où vous allez répéter le cours, de donner des exemples. Il faut toujours illustrer ce que vous dites. Vous ne pouvez pas juste répéter le cours sans donner d'exemple, parce que les exemples montrent que vous avez compris. Donc n'hésitez pas à donner des exemples, à faire des manipulations en tout genre pour démontrer votre propos. Surtout dans la partie analyse, c'est super important. Je pense que vous avez dû entendre parler des glosses. Donc n'hésitez pas à vous en servir dans vos analyses. Plus vous montrez que vous avez compris, et plus votre jury se dira « cet étudiant, ce candidat a compris ». Bien sûr, dans les manipulations, vous pouvez faire des choses agrammaticales, c'est autorisé, seulement il faut le préciser, hein, parce que même si pour vous c'est logique et que jamais vous auriez écrit un truc comme ça,
il faut préciser que la phrase qui va suivre est agrammaticale. Donc généralement pour ça on met une petite astérix. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère sincèrement, comme pour la première, qu'elle aura pu vraiment vous aider. Si jamais vous avez des questions, parce qu'il y a des choses peut-être que j'ai un petit peu omis dans ma présentation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sur les réseaux, par mail, ce que vous voulez. J'essaierai d'être très active et de vous répondre parce que je sais à quel point les épreuves du CAPES peuvent être très angoissantes et encore plus dans le contexte actuel. Alors surtout, n'hésitez pas, même si c'est juste pour lâcher le fait que vous êtes stressé, que vous avez peur, votre race et que vous n'avez pas du tout envie d'y aller et que vous avez besoin d'être un petit peu reboosté, n'hésitez pas à venir me parler, même si c'est juste pour me dire ça, hein. On est tous dans le même bateau, vous comme moi, donc surtout, aucun problème avec ça. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est méga giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortiront grâce à la petite notification. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans ces dernières révisions, dans cette dernière semaine avant les épreuves. Surtout, reposez-vous, prenez soin de vous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!